Ma vie est décédée il y a un mois. En toute honnêteté, ce n'était pas choquant, elle s'était battue pendant très longtemps, sans jamais se plaindre de l'inconfort et en se réjouissant toujours des jours meilleurs qui l'attendaient à sa guérison. Bien qu'aucun de nous ne l'ait dit à l'autre, nous savions tous les deux qu'il s'agissait d'une pièce dans le ciel. Lorsque le temps du deuil est venu, mon fils et ma fille se sont joints à moi pour adopter un point de vue flegmatique, reconnaissant que maman ne souffrirait plus. Elle avait été une bonne épouse pour moi au cours de nos 43 années de mariage. Je suppose que j'avais appris à l'aimer après tout ce temps. Depuis notre première rencontre, lorsque nous étions enfants et que nous grandissions dans la même rue lugubre de maisons mitoyennes, je l'avais toujours aimée. Il me semblait naturel que nous soyons ensemble en grandissant. Elle et mes parents l'avaient supposé, mais les suppositions sont souvent des désirs d'espoir, et nous savons tout ce que sont les désirs. De la tarte dans le ciel, encore de la tarte. Mon père a commencé sa carrière comme cheminot au début des années 1930, à la GWR. Avec le taux de chômage élevé de l'époque, on pensait qu'il était judicieux de travailler pour une compagnie de chemin de fer, car elle offrait un emploi stable, bien que mal rémunéré. Lorsque mon grand-père a posé sa candidature, la préférence a été donnée à ceux dont un parent travaillait déjà. Il a travaillé pour les chemins de fer. Mon père avait rejoint l'entreprise dans le sud du pays de Galles, où je suis né, mais il a déménagé à Salt Lake, un ancien dépôt de la Midland Railway, à la suite de la nationalisation. Papa tenait absolument à ce que je devienne moi aussi cheminot. En 1947, à l'âge de 17 ans, j'ai donc été amené à la salle des machines et j'ai signé mon contrat. Ce n'était pas ma préférence. J'aurais préféré poursuivre mes études au collège technique après avoir obtenu de bonnes notes au GCE. Cet idéal s'est évanoui lorsque j'ai dû donner à la famille l'argent supplémentaire dont elle avait besoin. William, mon frère aîné, a souffert de la poliomyélite pendant son enfance. Il était trop faible pour travailler et ne pourrait jamais subvenir à ses besoins sans oxygène. Il passait la plupart de son temps dans un fauteuil roulant. Les exigences de la famille sont passées avant mes souhaits, et le lundi matin suivant, à 6 heures, je me suis présenté au travail. J'ai rejoint un groupe chargé de laver les moteurs du hangar. Grimper sur et sous les moteurs était un travail salissant, et je devenais malodorant et sale en rentrant chez moi à la fin de mon service. Maman était prête à relever le défi après avoir passé sa vie à jongler avec les horaires de papa. Dans l'arrière-cuisine, elle avait rempli d'eau chaude la baignoire en fer blanc pour moi. Elle tenait absolument à ce que je sois propre, il n'était donc pas question de pudeur. Elle utilisait une brosse à récurer pour enlever jusqu'à la dernière parcelle de saleté et, je suppose, quelques couches de peau pendant que je me douchais. Sa maison ne devait contenir aucune saleté. Ma mère a fait de l'adage, la propreté est proche de la piété, une réalité. Si vous pouviez passer outre l'odeur accablante de l'eau de Javel, vous pouviez manger votre repas sur le sol de sa maison. Maman a permis aux fabricants de produits chimiques de rester en activité. Ses mains étaient souvent rouges et gercées à force d'être plongées dans ce liquide âcre. La Midland Railway Company avait construit la maison dans les années 1880 pour ses employés. Elle comprend 2 chambres à coucher en haut et une pièce et une arrière-cuisine en bas. Les toilettes, appelées à l'époque « privy », étaient une petite cabane en briques attachée à l'arrière de la maison. Il fallait faire preuve d'une grande volonté pour s'y rendre lors des soirées froides et sombres. Les toilettes sentaient fortement l'eau de Javel et le linoléum devait être remplacé souvent car l'eau de Javel dissolvait facilement le matériau. Papa avait toujours une pelle de pompier à manches courts dans les toilettes, et il s'en servait pour lutter contre les rats la plupart des nuits. William et moi comptions les coups de poing en regardant papa tuer une autre de ces bêtes dégoûtantes. 4 en une nuit, c'était son meilleur score à ce jour. Situé entre les maisons et la voie ferrée, Midland Terrace était une minuscule ruelle pavée. Un seul côté de la barrière comportait des habitations, l'autre était fait de vieilles traverses, empilées les unes sur les autres. 2 endroits de la clôture avaient été détruits par des cheminots qui, au lieu de marcher quelques mètres de plus pour pointer, avaient pris un raccourci pour se rendre à la salle des machines. Lorsque nous étions enfants, la rue nous servait de terrain de jeu, et les jeux que nous pratiquions changeaient avec les saisons. Nos manteaux servaient de poteaux de but et nous jouions au football en hiver. Je préférais le rugby, car notre famille était galloise. Papa et moi étions fous de joie chaque fois que l'équipe galloise de rugby battait l'équipe anglaise, même si nous vivions en Angleterre, surtout si le match avait lieu à Twickenham. Comme nos voisins étaient principalement anglais et que nous devions vivre à côté d'eux, nous gardions nos sourires pour nous. Lorsque nous jouions au cricket en été, nous utilisions un vieux lampadaire à gaz comme guichet et du bois de rebut grossièrement sculpté comme batte. Les filles jouaient à la marelle et chaque fois qu'un joueur de cricket ou de football s'aventurait sur leur grille tracée à la craie sur le trottoir, il y avait une vive dispute. Chaque année, au moins 2 vitres se brisaient lorsqu'un jeune joueur en herbe, Denis Conton, touchait la balle de manière inattendue, trop bien, en fait, et le bruit du fracas et du tintement du verre indiquait à tous les enfants qu'ils devaient disparaître,
s'entraînant à prendre les expressions innocentes dont ils auraient besoin par la suite. N'importe lequel de nos voisins pouvait nous donner la même quantité de soins ou de punitions. Vous ne pouviez pas justifier auprès de votre père que Madame Wilkins vous avait giflé. Sa réponse aurait été: je suppose que tu l'as mérité. Nous étions tous dans le même bateau. Nous avions un travail dans les chemins de fer, qui nous permettait de manger à notre faim et d'avoir un toit sur la tête. Mais il ne restait pas d'argent pour les extravagances. Tous les habitants de la rue se réunissaient et trouvaient les moyens d'organiser une fête si nécessaire. Lors de la célébration du couronnement de la reine en 1923, des tables de toute taille et de toute forme ont été installées dans la rue. Les ménages qui pouvaient à peine se nourrir ont apporté beaucoup de nourriture, mais le peu qu'ils avaient, ils l'ont mis sur ces tables pour que tout le monde puisse le partager. Nous avons mangé, ri, applaudi et dansé, nous perdant brièvement dans la routine de notre vie quotidienne. Ma vie habitait dans un autre des cottages du chemin de fer, juste au bout de la rue. Nous allions ensemble à l'école primaire et à l'école secondaire. Pas toujours dans la même classe, mais suffisamment souvent pour que nous puissions échanger nos berceaux et nos notes. La jeune fille svelte et séduisante que l'on m'a présentée à l'âge de 8 ans s'est transformée en une jeune femme menue mais bien bâtie. En grandissant, nous avons commencé à sortir ensemble. Les soirs de semaine, nous suivions les derniers films hollywoodiens qui sortaient dans les cinémas de quartier. Ensuite, nous nous joignions à la foule dans la salle de bal du West End le samedi soir. À l'époque, la danse de salon n'était pas à la mode en raison de la vague américaine de musique nouvelle, que nos parents considéraient comme mauvaise et annonciatrice de l'effondrement de l'ordre social. Sur les airs de Little Richard, Freddie Bell and the Bellboys et Bill Haley and the Comets, nous dansions sur du rock and roll. Après avoir vu les films au cinéma, nous nous rendions sur la piste de danse pour répéter les mouvements. Nous appelions cela le jive. Nous avons eu l'occasion de danser de près, car il passait toujours de la musique plus douce et plus romantique des Plattés et de Connie Francis à la fin de la soirée. À ce moment-là, une grande quantité de poudre pour le visage s'écoulait de son visage sur ma veste, et du rouge à lèvres se retrouvait par inadvertance sur mon col. Plus tard, lorsque j'ai raccompagné ma vie chez elle, d'autres traces de poudre sont apparues sur ma veste. Nat King Cole avait raison. Bien que nous ayons eu une belle relation, je doute qu'aucun d'entre nous ne la qualifie d'amoureuse. Nous nous aimions bien et nous nous entendions bien. C'était un lien créé par des intérêts communs et par le fait d'avoir grandi. Elle avait l'air gentille. Elle était mince, avait un beau visage, surtout avec du maquillage, et des cheveux noirs coupés près du visage. Le samedi soir, elle portait une jolie robe, avec des jupons à volants pour étaler ses jupes et une large ceinture pour souligner sa taille fine. Bien que ses seins ne soient pas très visibles, je les sentais se presser contre ma poitrine lorsque nous dansions de près, une sensation très agréable. La seule fois où nous sommes devenus vraiment romantiques, c'est probablement lorsque nous rentrions à pied du bal. Je lui tenais la main et me rendais compte que si la sienne était délicate et impeccable, avec des ongles peints, la mienne était couverte de poussière de charbon et d'huile, avec des ongles cassés. Ma vie travaillait comme comptomètre dans un bureau, manipulant de lourdes locomotives à vapeur, des morceaux de charbon solide et des métaux chauffés. Cette distinction s'est avérée être l'une des choses qui nous a divisés. Alors que ma vie travaillait et vivait dans un environnement propre, je traînais la crasse du lieu de travail à la maison. On pouvait toujours sentir l'odeur de l'huile, même si je devais frotter mes mains jusqu'à ce qu'elles soient rouges pour les rendre propres. Ma vie m'avait parfois demandé pourquoi je n'avais pas trouvé de travail propre. Même si je n'avais pas cherché le soutien de papa au départ, il était difficile de lui expliquer que quitter le chemin de fer reviendrait à lui jeter son aide à la figure. Ma vie était trop mince pour dissimuler la petite fossette qui commençait à se former dans son ventre. Ma mère m'a demandé si j'avais fait quelque chose dont je devais avoir honte, et c'est là que j'ai réalisé ce que j'avais fait. Je ne savais pas pourquoi elle posait cette question. Je suis désolé, maman. Mais je ne sais pas de quoi tu parles? Ne faites pas l'innocent avec moi, Richard Gilson. Tu sais très bien de quoi je parle. Ma vie. Ma vie est enceinte. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Cela n'a rien à voir avec moi, ai-je dit en toute honnêteté. Maman a vu mon expression et est restée silencieuse pendant un moment. Comme elle l'avait fait pour des transgressions antérieures, mon visage finirait par rougir et elle serait en mesure de déterminer la source de mes remords. Cette fois-ci, je n'avais aucune raison d'être désolé. Maman finit par hocher la tête. Je suppose que quelqu'un devra épouser ma vie, mais ce ne sera pas moi. Ce n'était donc pas toi. Mais quelqu'un doit épouser cette fille. Elle ne peut pas l'avoir en dehors du mariage. Je ne voulais pas adopter l'enfant de quelqu'un d'autre parce que ce n'était pas le mien. J'étais une jeune fille égocentrique de 18 ans qui ne voulait pas assumer les responsabilités du mariage. Une petite dose de rage jalouse était également présente en moi. Je pouvais discuter avec ma vie de l'identité de l'auteur de l'acte, car la question de savoir qui était le père de son enfant à naître ne se posait pas à moi. Elle se sentait honteuse et en larmes.
Je suis vraiment désolé, Ricky, je me suis laissé emporter à ce moment-là. Pourquoi t'excuses-tu, ma vie? Elle m'a souri et m'a dit, eh bien, je suppose que c'est parce que tout le monde pensait que nous nous marierions un jour. J'ai dû rire, nous pourrions encore le faire. Elle n'a peut-être pas vu l'ironie de la chose. Elle a hoché la tête et reniflé, non, je ne crois pas, ma vie. Prendre le bébé d'un autre homme. Pas question. La question que je devais poser était, qui était-ce? J'ai tout de suite vu cet homme, chemise et cravate blanche, costume, chaussures étincelantes et, surtout, main propre. C'était un employé de notre bureau, David. Nous sommes allés boire un verre après le travail et, une chose en entraînant une autre. J'utiliserais volontiers mes mains sales pour éteindre ces lumières. Il est marié? Non, Ricky. Je ne pense pas. Est-ce qu'il le sait? Non. Je n'ai rien dit. Alors on ferait mieux d'aller le voir et de lui dire qu'il va bientôt se marier. Mavi m'a regardé bizarrement. Tu vas le voir? Mavi s'est remise à pleurer et m'a dit, oui, pour qu'il sache qu'il n'a pas le choix. Oh mon Dieu, je savais que tu voulais le faire, j'aurais dû te laisser faire. Oh, qu'est-ce que j'ai fait, s'exclame-t-elle, sachant très bien ce qu'elle a fait. Comme son père lui a fait un œil au beurre noir, j'ai pu savoir exactement quand elle l'a dit à ses parents quand je l'ai vu le lendemain. J'aurais pris une double raclée si c'était moi qui l'avais mise enceinte. Une fois par son père, et une fois par moi-même. J'ai fini par oublier d'avoir une conversation avec ce David. Mon père et le père de ma vie sont allés lui parler de ce problème précis. Il ne fait aucun doute que mon père lui aurait tenu son manteau et que le père de ma vie l'aurait bien caché s'il n'avait pas décidé d'épouser ma vie. C'est ainsi que la justice était rendue à l'époque. Le mariage s'est déroulé rapidement et à l'amiable. Seuls les membres de la famille proche furent invités. Non seulement les épouses du quartier, qui s'occupaient d'un réseau de commérage très efficace, étaient au courant de la situation, mais elles s'arrêtaient fréquemment dans la rue pour avoir des conversations privées avec d'autres personnes. Les conversations étaient entrecoupées de remarques perspicaces et de regards perspicaces, le tout chuchoté sotto voce. Lorsque la vérité s'est ébruitée, j'ai d'abord été confronté à des regards sévères, qui se sont rapidement transformés en sympathie. Afin d'éviter d'alimenter le feu des commères, Mavi et son nouvel époux ont déménagé dans un autre quartier de la ville. Mavi et moi étions amis depuis longtemps et elle me manquait. Ensemble, nous avions grandi et fait les premiers pas vers la découverte des possibilités offertes par la vie. Même si je n'aurais pas qualifié mes émotions des « amours », nous étions toujours à l'aise l'une avec l'autre et nous n'avions jamais de dispute, enfin, à part le fait qu'elle voulait que j'obtienne un emploi propre. Je soupçonne qu'elle a été attirée en partie par les mains immaculées de David. Je crois que j'étais un peu irrité que ce type prenne plaisir à quelque chose que j'avais toujours supposé être à moi. Je n'avais personne à qui parler pendant son absence. Les garçons avec qui je traînais ne s'intéressaient qu'au sport, à l'alcool et aux oiseaux. Non seulement j'aimais ces sujets, mais je les aimais aussi. Je n'en étais pas conscient à l'époque, mais la perte de ma vie n'a pas été le seul grand changement dans ma vie. Les grondements de la modernisation étaient audibles au travail. Les chemins de fer britanniques avaient détaillé un plan de modernisation dans leur rapport de 1955. La traction diesel et électrique devait prendre le relais de la traction à vapeur pour le transport des charges. Malgré cela, ils ont continué à construire des locomotives à vapeur, dont la dernière a été achevée en 1960. En général, des années de délibération et de réunions de comités séparent l'annonce du plan de sa mise en œuvre effective. Les comités se livrent à d'interminables discussions pour déterminer le type de traction diesel dont ils ont besoin. Après la mise en service des premiers diesels, le calendrier de construction s'est accéléré. En peu de temps, les dépôts de locomotives ont commencé à recruter des hommes pour les former au métier de conducteur de locomotives diesel. J'ai proposé mon aide et j'ai été approuvé. En quelques semaines, je conduisais une unité multiple diesel de première génération. Ma vie n'était vraiment plus la même. Tout d'abord, le salaire était bien meilleur. Je rentrais chez moi sans avoir besoin de prendre un bain de fer blanc parce que j'avais une cabine agréable, confortable et à l'abri des intempéries dans laquelle je pouvais m'asseoir. L'événement qui a changé ma vie a été, comme c'est souvent le cas, le résultat à la fois d'une planification et d'un accident. L'inspecteur de la traction a choisi de m'accompagner lorsque j'ai établi ma liste. Il m'a clairement fait comprendre qu'il s'intéressait aux performances du train pendant qu'il était en service, et non à mes capacités en tant que conducteur. Nous avions plusieurs classes, chacune créée par un fabricant différent et remplissant les mêmes fonctions. Il évaluait leur adéquation à la tâche. Les commandes étant constantes, la réussite d'une classe permettait de se qualifier pour toutes les classes. Nous couvrions une section de la ligne où le temps de trajet entre les stations était raisonnable lorsque le problème s'est posé. Le premier moteur à tomber en panne était l'un d'entre eux. Cette unité avait 2 moteurs et 3 voitures. Elle a fini par cesser complètement de fonctionner.
J'ai fait tout ce que j'ai pu pour m'occuper de cette unité. Je savais qu'un train express devait nous dépasser à la prochaine halte, et qu'il serait donc problématique de s'arrêter ici. L'horaire serait chamboulé si je n'arrivais pas à m'y rendre. Afin d'avoir l'énergie nécessaire pour passer la phase de mise à niveau suivante, je m'efforçais d'augmenter ma vitesse autant que possible dans les descentes en dépassant les rotations nominales du moteur en état de marche. À l'arrêt suivant, j'ai pu faire entrer le train dans la boucle de la gare après quelques ajustements. Heureusement, l'express n'avait que quelques minutes de retard, et nous n'avons donc pas pu continuer. D'un signe de tête, l'inspecteur de l'attraction prend la parole. Bien joué. Je me sentais bien dans ma peau. Nombreux sont ceux qui auraient roulé jusqu'au prochain panneau d'arrêt et qui, de là, auraient appelé un service de dépannage. Ensuite, tout le monde aurait dû attendre le train en panne, y compris le conducteur, le garde, les passagers et l'express suivant. Au bout de 3 semaines, j'ai reçu une lettre de remerciement du bureau de zone ainsi que des instructions pour me présenter au centre technique ferroviaire de Derby Works, qui était le centre de développement de la plupart de ces unités. J'ai eu l'opportunité de travailler pour le RTC en testant de nouvelles unités et en aidant à évaluer leurs performances. J'ai accepté l'offre sans hésiter car, même si je devais déménager de Birmingham à Derby, mon nouveau salaire me permettrait de contribuer au budget familial. Les syndicats n'autorisaient aucune personne non syndiquée à prendre les commandes d'un train, alors même si je n'étais qu'un simple conducteur formé et non un A de la recherche, ils voulaient que je conduise avec un ou deux autres conducteurs. Je me suis rapidement senti à l'aise à Derby RTC. J'ai eu l'occasion de conduire des véhicules expérimentaux dans le cadre de l'évaluation de mon travail, qui consistait à évaluer des projets de recherche dans des situations de circulation typiques. Comme les unités expérimentales ne devaient pas perturber l'horaire, le travail était effectué la nuit, lorsque la circulation était moins dense. Plus tard, le problème sera résolu lorsque la RTC obtiendra l'accès à 2 lignes que le Dr Bishing avait désignées pour être fermées au début des années 1960. Nous avons pu y effectuer des tests d'arrêt et de vitesse. Comme certains des nouveaux trains étaient censés rouler à grande vitesse, c'était très divertissant. Ils imaginaient une période où un train express pouvait atteindre 125 miles par heure et où la vitesse standard était de 100 miles par heure. Cela n'était possible qu'après l'amélioration des systèmes de signalisation et l'abolition totale de la traction à vapeur. C'était dans nos cordes. Dans un avenir proche, nous nous contenterons de rouler à une vitesse moyenne de 70 à 80 miles par heure, avec quelques rares exceptions qui devraient approcher les 90 miles par heure. À Derby, j'ai eu une existence active. J'ai bénéficié d'une grande liberté sociale lorsque j'ai loué un petit appartement pour la première fois. En tant qu'habitué des tavernes et des salles de bal de Derby, je pouvais désormais inviter les jeunes femmes qui préféraient la danse horizontale à la danse verticale. Puis, 3 ans après mon arrivée à Derby, je me suis aventuré et j'ai acheté une modeste maison à Littlover. Dans ma famille, je crois que j'ai été le premier à posséder une maison. Elle appartenait à la Building Society et il m'a fallu 25 ans pour pouvoir la revendiquer comme mienne. Le service de bus pour Derby à partir de Littlover était excellent. Les cheminots bénéficiant de réductions, j'ai pu rendre visite à mes parents fréquemment et retourner à Birmingham. Les billets à tarif réduit n'étaient pas toujours nécessaires. Je me rendais régulièrement à Birmingham pour tester les modèles de série des voitures Pullman bleues desquelles étaient commercialisées par Metro Camel. Ces rames étaient composées de voitures Pullman avec des véhicules électriques aux 2 extrémités. Le terme provient de la peinture bleue qu'ils arboraient. Ils n'étaient censés rouler qu'à 90 miles par heure en service, mais lors des essais, nous les poussions encore plus vite malgré leur conduite extrêmement rude. J'avais l'habitude de rendre visite à mes parents lorsque j'étais à Birmingham, ou Brom comme l'appelaient les habitants de la ville. Mon père avait toujours été un vieil homme grincheux, mais son tempérament s'était encore aggravé ces derniers temps. Il avait passé toute sa vie autour des machines à vapeur. La situation est claire, dans quelques mois, le dépôt ne disposera plus d'aucune locomotive à vapeur. Le syndicat qui représente le personnel de la plateforme, la.sl.e.f, lui a arrangé une retraite anticipée avec salaire, car il n'aimait pas l'offre faite à tous les conducteurs de locomotives à vapeur de se convertir au diesel. Le chemin de fer est propriétaire de la maison, mais il fait une exception pour que la famille puisse y rester. Les odeurs de linge humide et d'eau de javel me frappaient toujours lorsque je rentrais à la maison. Lorsque j'ai appelé, cette journée ressemblait à toutes les autres. Alors que papa pensait peut-être à prendre sa retraite, le travail de maman ne s'arrêtait jamais. Elle a fait une courte pause pour nous préparer une tasse de thé avant de s'asseoir pour me raconter toutes les rumeurs. Ma vie n'a pas l'air heureuse. Oh. Tu m'as vu? C'était extrêmement inattendu pour moi, et alors que je me demandais pourquoi elle avait fait cela, ma mère m'a observé avec ce « regard » dans les yeux. Oui, elle revient voir ses parents de temps en temps. Le bébé est une jolie petite chose. Elle l'a appelé Richard, tu sais. Je lui ai fait un sourire. Je lui ai fait un sourire.
Ce regard ne marche plus avec moi, surtout quand je n'ai rien à avouer. J'ai secoué les épaules et j'ai dit, non. C'est étrange. Qu'elle donne ton nom à son fils. Maman a fait un humph, a fini son thé et s'est levée. Peut-être qu'il n'a pas été nommé d'après moi, peut-être qu'elle aimait simplement le nom. Elle est retournée à son linge humide et à l'eau de Javel, en disant, il faut que j'y aille. Papa n'avait rien dit pendant cette conversation, mais quand maman est partie, il a allumé sa pipe et je pouvais l'entendre parler à travers la fumée. Elle aurait aimé avoir un petit-fils, et elle a toujours pensé que ce serait toi et ma vie qui le lui donneriez. J'ai hoché la tête. Non, papa. Je ne pense pas que ma vie m'aimait de cette façon et j'étais certain que je ne l'aimais pas. On s'aimait bien, mais ça n'allait pas plus loin. Avec amertume, il s'écrie, l'amour. L'amour n'est pas pour les gens comme nous, lad. Quand la pression de garder un toit sur la tête, de la nourriture sur la table et des vêtements sur le dos se fait sentir, l'amour peut s'envoler très vite. Le « like » vous permettra de tenir le coup. Laissez l'amour à ceux qui peuvent se le permettre. Il a continué à souffler de la fumée aromatique dans l'espace. C'était tout à fait le style de papa. Il exposait son point de vue, puis s'en allait sans donner d'explication. Il laissait aux autres le soin de comprendre ce que cela signifiait. Alors, tu as quelqu'un ? Je vois quelques filles de temps en temps. Rien de sérieux cependant. Ne nous apporte pas d'ennui, mon garçon. Il acquiesce et dit, non, papa. Je m'en occupe. C'est bien. Un homme doit avoir quelques expériences, mais je suis content que tu sois raisonnable. Nous avons parlé de ce que je faisais. Malgré son dégoût pour les diesels, il a écouté ce que j'avais à dire sans donner son avis. Lorsque je lui en ai parlé, il s'est animé. L'autre jour, j'en ai fait monter un à 120. Quoi ? J'ai souri en vérifiant le montant. Lentement, il a secoué la tête. Personne ne l'avait fait depuis Malard. Il a réfléchi, waouh. Même là, ils l'ont presque cassé pour y arriver. 120. Une fois, j'ai eu un jubilé qui a atteint la tonne. Ça vous a fait du bien ? Elle a tellement rebondi que j'ai cru que nous allions être éjectés du marchepied, dit-il en me souriant comme un gamin. Fantastique, papa. Après avoir discuté un peu plus avec papa et maman, je les ai quittés et j'ai descendu la rue, pensant m'arrêter chez les parents de ma vie pour leur dire bonjour, puisque j'avais passé autant de temps dans leur maison que dans la mienne en grandissant. Lorsque j'ai frappé à la porte de sa mère, elle a crié « Entrez ». Quand j'ai ouvert, j'ai dit « C'est moi, Ricky », et je suis allé directement à la cuisine. « Bonjour étranger ». C'était la voix de ma vie, et sa mère m'a souri. « Repose-toi bien, Richard ». Je l'ai remercié et me suis assis à la table. La mère de ma vie était la jumelle de ma mère et, comme elle, m'appelait toujours Richard, même si mes amis m'appelaient Rick, ou Ricky dans le cas de ma vie. « Bonjour ma vie, comment vas-tu ? » « Je vais bien, Ricky, dit-elle, mais son manque de conviction me laisse penser que quelque chose ne va pas. Où est le jeune enfant ? Dans le salon, il est en train de s'assoupir. Voulez-vous le rencontrer ? Il devait avoir 3 ans à l'heure qu'il est, et c'est par politesse que j'ai acquiescé et qu'elle m'a guidé. Vous l'avez appelé Richard, mais pourquoi ? Ma vie était un peu nerveuse, puis elle a semblé trouver le courage de me poser une question. Je l'ai appelé comme vous, car vous étiez le meilleur ami que j'ai jamais eu. Votre mari, ce n'est pas David ? N'a-t-il rien voulu dire à ce sujet ? Il ne s'est pas montré inquiet. Je ne lui ai jamais parlé de vous, car il n'a jamais voulu en savoir plus sur moi. Pourtant, j'aurais pensé qu'il aurait voulu avoir son mot à dire. Non, Ricky. Mon impression initiale a été confirmée par ces mots et le chagrin dans sa voix lorsqu'elle les a prononcés, il n'est tout simplement pas intéressé, ni par Richard, ni par moi. Ma vie a demandé si elle pouvait marcher avec moi, en disant que sa mère s'occuperait de Richard s'il se réveillait. Nous nous sommes mis en route, sachant qu'il nous faudrait environ 15 minutes pour atteindre la gare. Dès que nous avons tourné à droite, ma vie a passé son bras dans le mien. J'ai remercié Madame Johnson pour le thé et lui ai dit que je devais retourner à la gare. Je n'ai pas vu David depuis 6 mois, mais je me suis tu devant ma mère. Je crois qu'il est passé à autre chose. Ma vie a semblé d'accord en disant « Oh là là ». Ce n'était pas la réponse que d'autres auraient pu donner, mais c'était suffisant pour l'instant. Oui. Pendant un moment, nous nous sommes promenés en silence. Quel est votre style de management ? Je l'ai interrogé. Je reçois mes allocations familiales. Il m'arrive d'encaisser des chèques, et comme ils sont généralement acceptés, c'est lui qui doit alimenter le compte. C'est déjà ça. Mais qu'en est-il des temps à venir ? Ma vie hausse les épaules. Je vais rester pour voir s'il revient dans les 6 prochains mois, car le loyer est payé pour cette période. S'il ne revient pas, je devrais retourner vivre chez mes parents. Alors, que vas-tu faire ? J'ai rencontré un avocat. Si je le trouve et qu'il est d'accord,
Il me conseille d'attendre 2 ans et de demander le divorce pour abandon de famille. Sinon, je devrais attendre 5 ans. Lorsque nous sommes entrés dans la gare, elle s'est retournée pour me faire face à la barrière. Je viens de parler de mes problèmes, mais je suis contente de te revoir. Maman dit que tu vas très bien. Je suis heureuse de l'entendre. Ma vie a eu l'air honteux quand j'ai tendu les mains et a ajouté, regarde, j'ai les mains propres maintenant. C'est beaucoup mieux que le hangar à moteur, ai-je répondu. Je m'en excuse. Après tout, c'était un geste irréfléchi de ma part d'évoquer notre seul et unique point de discorde. Ma vie me dit, peut-être pourriez-vous un jour me raconter ce que vous faites? Je me sens mal de t'avoir dit cela, c'était tellement injuste de ma part. J'ai l'impression que cela fait une éternité que nous n'avons pas eu de conversation sérieuse. Quelle est la fréquence de vos visites dans cette région? Assez souvent en ce moment. Je participe au test des Pullman bleus. La prochaine fois, je pourrai vous appeler pendant que vous êtes au téléphone? Nous pourrons ainsi parler un peu. Ce serait bien. David a dû utiliser le téléphone au travail. Cela fait des semaines que je ne l'ai pas entendu sonner. Peut-être que ses amis et ses employeurs savent qu'il ne réside plus ici. J'ai pris un crayon et du papier, j'ai noté son numéro de téléphone et j'ai dit, appelez-moi, s'il vous plaît. J'ai parfois pensé qu'il serait agréable d'entendre une voix aimable. J'ai découvert mon billet dans ma poche de poitrine. C'est maintenant que je dois partir. Mon train arrive bientôt, dit-elle d'un ton penaud en me voyant embrasser sa joue, mais avant que je puisse le faire, sa tête a bougé et mes lèvres ont rencontré les siennes. Elle m'a attrapé par les bras et s'est accrochée jusqu'à ce que nos lèvres se séparent. On dirait que c'est du passé, Ricky. En effet. Cependant, tu n'étais pas marié à l'époque. Je n'ai plus vraiment l'impression d'être une femme mariée. Je ne me sens pas comme telle, c'est sûr. Cela m'a valu quelques nuits inconfortables au cours de la semaine ou des 2 semaines suivantes. Sur le chemin du retour à Derby, je pensais aux problèmes de ma vie. Je ne savais pas vraiment pourquoi, mais je sentais que je devais faire quelque chose pour elle, l'aider si je le pouvais. Mon esprit me disait que j'aurais dû l'épouser même si l'enfant n'était pas de moi. Puis il me disait que je l'avais laissée tomber quand elle avait besoin de moi. C'était stupide. Je ne l'avais pas mise dans cet état, pourquoi devrais-je ramasser les morceaux? Finalement, mon esprit m'a rappelé que ma vie avait toujours été là pour moi, qu'elle était mon amie et que c'est ce qu'on fait pour les amis. J'avais passé les examens finaux il y a quelques semaines, et un matin, la lettre m'informant que j'avais atteint le niveau requis est tombée dans ma boîte aux lettres. Le cours n'avait pas grand-chose à voir avec mon travail, mais c'était une base en technologie diesel, alors j'ai montré le certificat au chef du département de recherche, qui s'est montré très intéressé. Lorsque j'ai déménagé à Derby, je me suis inscrit au collège technique local pour suivre des études à temps partiel, en les adaptant à mes horaires de travail quelque peu chaotiques. Ce département va se développer, Richard, et tous ceux qui auront le courage de se lancer et d'obtenir une certification par eux-mêmes pourront faire carrière ici. Les Pullman ne marchent pas aussi bien que nous le voudrions, et nous voulons passer à quelque chose de beaucoup plus rapide parce qu'ils sont trop élitistes. Il y a beaucoup à faire, mais tant que le conseil d'administration n'aura pas pris une décision, nous n'obtiendrons pas les fonds nécessaires. Pour commencer, nous devons envisager des dispositifs de sécurité tels que des freins, des avertissements préalables améliorés et un contrôle vigilant, quelque chose de proche du système GWR, mais l'adapter aux vitesses élevées que nous envisageons. Il y a beaucoup à faire et quelqu'un comme vous devrait être impliqué. J'ai aimé ce qu'il m'a dit. Mon travail a été très intéressant à partir de ce moment-là, même si je n'ai pas eu l'occasion de rouler vite pendant un certain temps. En fait, j'ai passé la majeure partie de mon temps à piloter un seul wagon qui montait et descendait d'une piste d'essai de 300 mètres à une vitesse maximale de 10 miles par heure, afin de tester différents systèmes de contrôle automatique des trains. Nous savions que de nombreux embranchements seraient fermés, le Dr Bishing l'avait indiqué dans son rapport, il était vraiment absurde qu'un train de 2 voitures circule toutes les 2 heures sur une ligne maintenue en parfait état. Il existait déjà une législation sur les commandes de chemin de fer léger qui aurait convenu à notre autorail et aurait pu être exploitée par un seul homme s'arrêtant à de simples plateformes au niveau du sol. Cependant, pour une raison quelconque, cette option n'a jamais été explorée. C'est une pure coïncidence que le ministre des Transports de l'époque soit issu d'une famille propriétaire d'une entreprise de construction routière. Un soir, j'ai appelé ma vie pour lui dire que je ne descendrais pas avant un certain temps, car les Blue Pullman arrivaient au terme de leurs essais. Le conseil d'administration des BR n'en était pas satisfait et avait décidé de ne pas en construire d'autres après la première phase. Oh Ricky, je suis déçu, j'avais hâte de te voir. Je m'excuse, ma vie. Il y a beaucoup de travail ici. J'essaierai de planifier un week-end bientôt et de visiter Brome. David t'a-t-il dit quelque chose? Pas même un murmure. Lorsque j'ai appelé son employeur, ils m'ont informé qu'il avait donné son préavis 6 mois auparavant. Ils ont supposé qu'il allait travailler en Écosse.
J'ai dit à papa et maman que je n'étais pas avec lui, et ils n'ont pas eu l'air surpris, dit Mavi après une petite pause. Ils t'ont conseillé de rentrer immédiatement à la maison. Tu vas rentrer à la maison? Je finirai par le faire. Mais pour l'instant, je vais rester ici. Il ne sert à rien de gaspiller l'argent alors que le loyer a été payé pour les quelques mois à venir. Le père de Richard lui manque-t-il? Avec un rire amer, elle dit. Il ne l'a pas vraiment connu. J'ai assuré à Mavi que je me rendrais bientôt sur place et que je lui rendrais visite, mais David n'était certainement pas un père dévoué, il était plutôt un étranger. Parfois, la vie est un véritable défi. 2 jours plus tard, c'est moi qui avais besoin de quelqu'un pour pleurer. Il était 6h30 du matin et j'allais partir au travail lorsque j'ai vu une voiture s'arrêter devant le chalet. 2 policiers en sont sortis et ont remonté le petit chemin jusqu'à ma porte, que j'ai ouverte avant qu'ils ne frappent. Puis-je vous aider? Monsieur Gilson? Oui. Monsieur Gilson Richard? La policière a dit, c'est moi. Je m'excuse, monsieur Gilson. La police de Birmingham nous a demandé de vous contacter. J'ai le regret de vous informer que la maison de vos parents a été la scène d'un incendie la nuit dernière. D'après les données disponibles, il semble que 3 personnes aient été touchées. Je suis profondément désolé d'avoir à vous annoncer cette terrible nouvelle. Incrédule, je me suis appuyé sur le montant de la porte pour me soutenir. Maman, papa et William pouvaient-ils vraiment être morts? Le comportement empathique du jeune policier me l'a confirmé. Grâce à l'aide officieuse des fonctionnaires de la gare de Derby, qui ont retardé un train pour moi de 3 minutes, j'ai pu rejoindre mon ancienne maison assez rapidement. J'ai voyagé avec un ancien conducteur de train à vapeur qui était passé au diesel, et il a été surpris lorsque j'ai indiqué mon nom de famille. Reg Gilson est votre père? Oui. Je l'ai laissé partir pendant longtemps. Je suis vraiment désolé d'apprendre votre nouvelle. Si vous êtes d'accord, je vais en parler aux autres membres du lien. Ils voudront certainement savoir. Il a enfreint les règles et a arrêté le train à Saltley pour moi. J'ai couru le long de la rampe du quai jusqu'à la voie ferrée et j'ai traversé la myriade de lignes pour trouver la brèche dans la clôture qui menait à la terrasse des maisons. La maison était superficiellement intacte, mais en m'approchant, je pouvais voir les fenêtres qui fixaient le vide avec des yeux aveugles, comme une statue romaine. Il y avait encore quelques personnes autour, les pompiers bien sûr, un policier et les épouses du voisinage qui, sans doute, étaient en train de décider comment l'incendie s'était produit malgré les commentaires éclairés des pompiers. J'ai marché tranquillement et j'ai pris position de l'autre côté de la route, contemplant silencieusement la destruction. Les pompiers déblayaient tout ce qui pouvait encore abriter une braise et jetaient des objets par les fenêtres sans verre. J'ai reconnu de nombreux meubles familiers empilés au hasard dans la rue, partiellement brûlés et noircis. Madame Johnson faisait partie de la petite assemblée et, alors qu'elle parlait, elle s'est retournée et m'a vu. Elle a laissé les autres et s'est approchée. Me serrant dans ses bras, elle s'est écriée d'une voix brisée. « Ah, Richard. C'est une très mauvaise situation. Comment cela a-t-il pu arriver à des personnes si gentilles? Mon cher enfant, je sais que tu es dévasté. Je suppose que j'aurais dû l'être, mais sur le moment, j'étais simplement choqué. J'ai appris ce qui s'était passé par Madame Johnson, Madame Wilkins et le pompier. Apparemment, lorsque l'incendie s'est déclaré, papa a fait sortir maman de la maison et est retourné chercher William. On ne l'a jamais revu. La mère a été emmenée à l'hôpital, où elle est décédée des suites de l'inhalation de fumée. Le pompier a fait une remarque sur papa. J'ai eu un éclair de raisonnement d'un cerveau qui essayait d'assimiler la tragédie, et j'ai réalisé, il devait avoir de bons poumons, il aurait probablement reçu autant de fumée que votre mère. Toute sa vie, il a fait fonctionner des machines à vapeur. Il acquiesce. Les pompiers et les conducteurs s'habituent aux vapeurs et à la fumée sur la plateforme. En effet. C'est la conclusion. Il semble que le feu ait pris dans l'arrière-boutique de l'étage, dit-il en désignant la structure carbonisée qui avait été la chambre de William et la mienne. William avait toujours été fasciné par les allumettes, les frottant, les regardant brûler, puis les jetant par terre. Nos meubles étaient couverts de traces de brûlure, et mes parents avaient veillé à ce que les allumettes de la maison restent hors de portée de William. J'ai supposé qu'il avait réussi à s'en procurer et qu'il avait probablement allumé le feu. Malgré cela, je suis restée silencieuse, car mon frère avait eu une vie misérable à cause de sa maladie, et je n'étais pas prête à le condamner à rester dans les mémoires comme celui qui avait provoqué l'incendie. Les voisins qui avaient été évacués ont été autorisés à revenir, et on m'a offert tant de tasses de thé que si je les avais bu, je serais à flot. Je suis retourné avec Madame Johnson, acceptant son offre de thé même si j'aurais préféré quelque chose de plus fort. À ce stade, il n'y avait pas grand-chose que je puisse faire, ni personne d'autre d'ailleurs. Les pompiers allaient s'assurer que tout était humidifié et sécuriser la maison, non pas qu'il y ait quoi que ce soit de précieux à l'intérieur. Irwa.
L'ancienne chambre de Mavi est disponible si vous avez besoin d'un endroit où dormir pour la nuit. Peu importe, merci, Madame Johnson. J'ai quitté Derby à la hâte et tout ce qui me reste, ce sont les vêtements que je porte maintenant. Je vais bientôt rentrer chez moi, et je serai probablement hors ligne demain. Je dois organiser les funérailles et parler à l'assureur. Lad, donne-toi quelques jours. Il ne se presse pas. Mais entrez, je vais vous préparer quelque chose à manger et si vous avez besoin de passer la nuit ici, un lit est disponible. J'ai été surprise d'apprendre le lendemain que papa avait souscrit une assurance pour les frais d'obsèques, même si je savais qu'il avait souscrit une assurance auprès de la coopérative. Il m'a dit que tout serait pris en charge, mais qu'ils auraient besoin d'un certificat de décès pour récupérer les corps à la morgue de l'hôpital, une enquête serait nécessaire, mais il pensait que ce ne serait qu'une formalité. William, maman et papa seront tous enterrés dans la même tombe au cimetière de Yardley. Monsieur Robin m'a également informé qu'il y aurait une petite prestation d'assurance vie d'environ 1500 livres, mais que ce montant serait presque doublé avec la prestation de décès accidentel. Ce soir-là, Mavi m'a appelé. Oh Ricky. Elle sanglote, c'est une chose horrible qui s'est produite. Lorsque la mère de Mavi me l'a annoncé, je n'arrivais pas à y croire. Elle a exprimé un terrible sentiment de perte semblable au mien, et lorsqu'elle s'est calmée, je lui ai raconté ce qui s'était passé. Elle m'a montré à quel point elle était impliquée dans ma famille lorsqu'elle me l'a demandé. Souvent, les gens disent les mots de sympathie pour les personnes endeuillées par politesse et sans grande émotion. Croyez-vous que William utilisait à nouveau des allumettes? Je crois que c'est concevable. Je n'en ai pas parlé aux pompiers parce que nous ne le saurons jamais sans preuve. Je me rends compte maintenant qu'une enquête est nécessaire. Il vaut sans doute mieux ne pas en parler. En effet. Vous avez raison, je crois. Vous ne souhaitez pas ternir la réputation de William. L'enquête était une formalité. Tout s'est passé si vite que je n'ai même pas pu me rendre à l'audience. J'ai dû me rendre à la cour du coroner pour obtenir le certificat de décès et enregistrer les décès. J'ai laissé une copie à Madame Johnson pour le responsable de la co-insurance. Ils ont tenu parole et se sont occupés de tout. 3 semaines après l'incendie, je me trouvais dans le cimetière de Yardley et je regardais la descente de 3 cercueils dans la fosse commune. J'ai été surpris par le nombre de personnes présentes. Je doute qu'aucune locomotive n'ait été conduite ce jour-là, tant les conducteurs étaient nombreux à venir rendre hommage à un collègue. Il y avait également un grand contingent du sud du pays de Galles. Notre famille est originaire du sud du pays de Galles, malgré son nom, et mon père visitait souvent la région car il conduisait les trains express de Birmingham à Cardiff et Swansea. Mavi, très belle en noir, s'accrochait à mon bras pour me soutenir, même si je pensais que je la soutenais plus qu'elle ne me soutenait. Je suis resté stoïque et calme tout au long de la courte cérémonie et au cimetière, mais après la cérémonie, alors que les gens se préparaient à partir, le son de ces belles voix galloises chantant « The Day to Gavest leur achat est dead » a été trop fort et des larmes ont coulé le long de mes joues. Bien que ses joues soient mouillées par les pleurs, Mavi a pris le mouchoir de ma poche supérieure et a essuyé mes larmes. Une fois que le drame de ma vie s'est apaisé, les choses se sont installées dans une routine plus régulière. Mon travail est resté pratiquement le même qu'au cours des mois précédents. Certains auraient pu le trouver ennuyeux, mais je l'appréciais. Ma curiosité et les questions que je posais aux techniciens de recherche les ont amenés à me considérer comme un membre de leur équipe plutôt que comme un simple conducteur de leur banc d'essai. Comme je n'avais aucune raison de me rendre à Birmingham, mes contacts avec Mavi et mes anciens voisins se sont réduits à un appel téléphonique occasionnel. Mavi était toujours ravie d'avoir de mes nouvelles et j'avais du mal à mettre fin à nos conversations, dont l'une fut particulièrement instructive. Ricky, à part cette soirée, j'ai l'impression d'être encore vierge. J'ai répondu spontanément, il a besoin de se faire remettre les idées en place, si tu veux mon avis, mais la remarque de Mavi m'a incité à y regarder de plus près. Ricky, tu vas bien? Tu es le bienvenu à tout moment. Était-elle soudainement sarcastique? Elle me posait souvent des questions sur mes relations amoureuses. Bien que je ne veuille pas mentir, j'ai senti qu'il ne serait pas juste de lui dire toute la vérité. J'ai donc laissé entendre que j'avais peu de temps pour une vie sociale parce que je travaillais et étudiais, et que j'étais déjà de retour au collège technique. Je ne pense pas qu'elle m'ait entièrement cru, mais nous avons continué nos fréquentes conversations téléphoniques. En raison de ses moyens financiers limités, je répondais toujours immédiatement à ses appels. Son appel, qui est arrivé environ 8 mois après les funérailles, a marqué un tournant dans notre relation. Ricky, j'ai des nouvelles. C'est bon ou mauvais? J'ai de bonnes pensées. Mon représentant légal a retrouvé David. Il vit à Édimbourg avec une femme qui semble être la mère de son enfant. Il a répondu à mon avocat, déclarant que si je ne demande pas de soutien financier pour Richard ou moi-même, il consentira à un divorce basé sur son abandon. Est-ce que c'est quelque chose qu'il peut faire? J'ignorais tout du droit britannique en matière de divorce.
Il semble que si je suis d'accord, oui il le peut. Que ferez-vous? Bien sûr que je suis d'accord. Il est grand temps de mettre fin à ce mariage absurde. 6 semaines plus tard, Mavi appelle à nouveau. Ricky, le tribunal tiendra mon audience de divorce la semaine prochaine. J'y vais parce que mon avocat me l'a demandé. Voudrais-tu venir avec moi, comme une faveur? Je suis désolé de te le demander, mais comme je serai seul, tu sais à quel point ce genre de situation peut être intimidante. C'est quel jour? Jeudi. Je vais faire un effort. Je demanderai si je peux le prendre à ce moment-là, car ils me doivent une journée pour avoir travaillé le jour férié. Quand je le saurai, je t'appellerai. Merci beaucoup, Ricky. Lorsqu'elle m'a dit, s'il y a une personne au monde en qui je peux avoir confiance, c'est toi, je me suis senti un peu coupable de l'avoir laissé tomber la seule fois où elle avait vraiment besoin de moi. Notre rendez-vous était fixé à The Minory, qui se trouve juste à l'extérieur du grand magasin Lewis. De là, il n'y avait plus qu'à descendre Corporation Street pour rejoindre les tribunaux. Pourquoi ces lieux sont-ils si intimidants? Les hauts plafonds, les voix discrètes, les regards suspicieux des huissiers et des policiers, comme si nous allions être punis. Nous avons fini par trouver le tribunal des affaires familiales, où l'avocat de Mavi, M. Cox, nous a accueillis à l'extérieur et nous a demandé de nous asseoir, car l'affaire qui était entendue ce jour-là était presque terminée. Sur ce, il a disparu, nous laissant attendre sur le banc dur dans le couloir sombre. Mavi, tremblante d'anxiété, s'est accrochée à ma main pour se soutenir. Je reviendrai vous chercher quand la cour sera prête à nous recevoir. 20 minutes plus tard, M. Cox est revenu pour nous informer qu'il était temps d'entrer, et son insistance sur le fait que le juge était M. Dutteridge n'a pas réussi à calmer les nerfs de Mavi. Une personne qui respecte les règles. C'est ainsi qu'il nous a décrit. Le tribunal était inattendu. Je pense que nous nous attendions tous les deux au tribunal formel que l'on voit dans les films, avec le juge assis sur son haut banc. Ce n'était pas le cas. Le mobilier se composait de 2 lourdes tables en chêne disposées en forme de T. La grande chaise rembourrée en cuir était manifestement destinée au juge, et les chaises placées de part et d'autre de la table, qui formaient la courbe du T, ne pouvaient être que pour nous, les sous-fifres. Monsieur Cox prit place et fit signe à Mavi de le rejoindre. Il m'a indiqué les chaises disposées autour du mur pour que je puisse m'asseoir. Je suppose que le but de cette disposition était de mettre les gens à l'aise, mais cela ne m'a pas beaucoup aidé, Mavi tremblait visiblement lorsqu'elle s'est assise sur la chaise. Au bout de quelques minutes, le juge est arrivé et je m'apprêtais à me lever, mais personne ne l'a fait, alors je suis resté là où j'étais. Les seules personnes présentes dans la salle étaient M. Cox, Mavi, la sténographe du tribunal et le greffier. Le juge a passé en revue la déposition, a eu une brève conversation en privé avec le greffier, puis s'est adressé à M. Cox. Monsieur Cox. La demande semble assez simple, et il semble que M. Russell, le défendeur, soit d'accord. Je suis ennuyé qu'il ne soit pas représenté ici et qu'aucun plan d'assistance ne soit indiqué. Pourriez-vous m'en dire plus? Oui, monseigneur. Ma cliente s'est engagée à renoncer à toute aide financière pour elle-même ou pour l'enfant marié. C'est une exigence que l'accusé a formulée en échange de son consentement. Votre cliente est-elle financièrement indépendante? Non, monseigneur. Monsieur Cox, je ne me sens pas bien. En échange du consentement de la plaignante à un divorce, le défendeur l'a abandonnée et tente maintenant de se soustraire à ses obligations. Je suis enclin à émettre une ordonnance de pension alimentaire pour rappeler gentiment à M. Russell qu'il ne peut pas se soustraire à ses responsabilités. Il s'est tourné vers Mavi et a déclaré, « Votre cliente risque de devenir une charge pour l'État si elle n'a pas de moyens indépendants. Avez-vous prévu vos propres moyens de subsistance ?» Mavi tremblait si violemment que j'ai compris qu'il lui faudrait du temps pour répondre. Je me suis levé d'un bond et je me suis exclamé devant le juge, sans trop savoir pourquoi je faisais cela, peut-être un afflux soudain de sang dans le cerveau, je soutiendrai Mavi. Tout s'est arrêté et tout le monde s'est tourné vers moi. Le juge s'est alors adressé à moi. « Et vous, qui êtes-vous » ? « Monsieur, je m'excuse. Je m'appelle Richard Gilson. »« Excellent, monsieur Gilson. Vous vous adressez à moi en m'appelant « Mylord ». Quel est votre lien avec Madame Russell ? Nous avons grandi ensemble et avons été amis toute notre vie. Nous vivions à peine à 4 portes l'un de l'autre. Monseigneur. Et pourquoi devriez-vous vous porter volontaire pour aider Madame Russell ? Je n'étais pas sûr de la réponse, aussi ma réponse fut-elle hésitante et faible. Je suis son ami. D'un air dubitatif, le juge Dutteridge dit, « Je vois. » Il se tourne vers M. Cox. « Étiez-vous au courant ? » « Pas du tout, Mylord. Pourrais-je, s'il vous plaît, prendre un moment pour parler avec mon client ? » « Faites-le. » Mavi et M. Cox m'ont fait signe de venir. « Si vous dites cela pour persuader le juge d'approuver la demande, ce ne sera pas bien vu, m'a-t-il dit. « Je peux soutenir Mavi et je suis prêt à le faire, ai-je dit.
Monsieur Cox s'est tourné vers Mavi. Madame Russell, êtes-vous satisfaite de cette décision? Mavi m'a regardé avec stupeur, puis a hoché la tête en signe d'approbation. Mylord, Madame Russell et Monsieur Gilson sont d'accord, et j'ai confiance dans le fait que Monsieur Gilson tiendra sa parole. Le juge me regarde. Monsieur Gilson, avez-vous un travail? En effet, monseigneur. Je travaille pour les chemins de fer britanniques en tant que chauffeur, et ma gare est le RTC à Derby. Pourriez-vous préciser ce qu'est le RTC? C'est le Centre technique ferroviaire, Mylord. Il s'occupe du développement et de la recherche. Le juge sourit et s'entretient avec le greffier, puis il se redresse dans son fauteuil et déclare « La demande est acceptée ». Il apposa sa signature sur le document et se tourna vers Monsieur Cox. Il pourrait peut-être faire des recherches sur la façon de faire rouler vos trains à l'heure. Il ajoute ensuite, dans 3 mois, votre client pourra déposer une demande d'autorisation absolue. Attendre le temps nécessaire ne semble pas être très bénéfique. Lorsque nous sommes sortis du tribunal, c'est moi qui ai tremblé. Je n'ai pas vraiment entendu Monsieur Cox me dire que j'avais fait un geste très généreux en me serrant la main, et je n'ai pas vraiment senti Mavi s'accrocher à mon bras avec un grand sourire. Tout ce que je pouvais faire, c'était me demander ce que j'avais fait. Mavi et moi avons repris le bus pour Saltley, où elle était retournée vivre chez ses parents quelques semaines plus tôt, et Madame Johnson m'avait invité à dîner. À l'époque, nous appelions le repas de midi, dîner, et le repas du soir, thé ou souper. Nous étions tous les deux en train de réfléchir dans le bus, et lorsque nous sommes descendus pour parcourir les quelques centaines de mètres qui nous séparaient de sa maison, elle a commencé à parler. « Ricky, tu n'es pas obligé de faire ça. » J'ai secoué la tête, mais avant que je puisse répondre, elle a dit « Maman a promis de s'occuper de Richard, alors je vais chercher du travail. Tout ira bien. » Avis. Combien de fois nos parents, moi, toi et nos voisins avons-nous prédit que nous finirions ensemble? Je crois qu'il est temps pour nous de l'accepter. J'ai un travail sûr, un bon travail. Il y a assez de place dans ma maison de Derby pour nous 3. C'est beaucoup demander à tes parents de s'occuper de Richard. Emménager avec moi serait la meilleure chose à faire. Tu as cependant entendu ce que Monsieur Cox a dit. Ricky, tu es sûr? Ça me semble très sensé. Alors si tu es sûr, je serai très heureux de venir te voir. Mavi et sa mère sont partis discuter de toutes les choses que les femmes doivent décider lorsqu'elles fondent un nouveau foyer. Je me suis assis avec Monsieur Johnson, qui m'a jeté un coup d'œil latéral à la porte de l'arrière-cuisine et m'a fait un sourire. Madame Johnson a pris la nouvelle au sérieux, sans même prendre la peine de demander si Mavi et moi allions dormir ensemble. Pour être honnête, je n'y avais même pas songé. Je suppose que je pensais que Mavi et le petit Richard partageraient la chambre d'amis. Très bien, mon garçon. Je suis content que tu aies fini par t'y mettre, même si cela t'a pris du temps. Mavi est sous bonne garde. Elle te traitera bien. Ne t'inquiète pas, il poursuit, tes parents vont maintenant reposer en paix. Je ne sais pas si j'ai bien compris, mais j'ai acquiescé. C'était toujours eux, à Derby, qui s'inquiétaient pour toi. Pour montrer à ta mère que tu menais une vie décente, tu aurais dû les inviter à rester. Ce n'est pas grave. Mavi veillera à ce que ta maison soit bien rangée, mettra de la nourriture sur la table et lavera tes vêtements. Maintenant que je comprenais sa pensée, je m'abstins de répondre lorsque les femmes entrèrent dans la pièce et que Madame Johnson apporta une liste de questions à poser. Irwin. Possédez-vous? Puis elle a énuméré une longue liste de choses qu'elle considérait comme nécessaires à une vie décente. Je savais que je possédais les choses nécessaires, j'avais une casserole, qui a besoin de plus d'une casserole? J'avais 2 draps et 2 tés d'oreiller, quand ils étaient sales, je les portais à la blanchisserie, je les nettoyais et les séchais avant de les remettre directement sur le lit. Les femmes ne voyaient pas les choses de cette façon, et les regards horrifiés que me lançaient Madame Johnson et Mavi me convainquaient que j'avais commis un péché capital. Finalement, nous avons décidé que Mavi viendrait à Derby le samedi suivant et ferait une liste de ce qui serait nécessaire. Je voyais que mon porte-monnaie allait être attaqué de plein fouet. Lorsque j'ai rencontré Mavi à la gare de Derby, j'ai remarqué qu'elle avait beaucoup changé par rapport au jeudi que j'avais vu. Tout d'abord, elle portait une mini-jupe, que je savais être à la mode en raison de l'abondance de photos dans les journaux montrant des filles élégantes et des célébrités qui en portaient. Cependant, je doute que Derby en ait vu beaucoup jusqu'à présent. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que Mavi avait de très jolies jambes et qu'elle devrait en porter une. Nous avons pris le bus pour Littleover et, après une courte marche jusqu'à ma maison, Mavi était fascinée. C'est Ricky. Je vous ai pris pour un habitant de la région. Regarde tous les champs qu'il y a ici dans le pays. Je n'en reviens pas. Est-ce que c'est sûr? Mavi a dû s'habituer aux vastes étendues de la campagne, mais elle s'est vite mise à aimer le cadre rural, comme tant d'autres personnes qui ont été élevées dans des villes où la vie était confinée par des structures. Par rapport à Saltley et Neuchâtel, Mavi est plus en sécurité.
C'est l'endroit idéal pour discuter avec Richard. Il y a une ferme où je peux acheter des œufs frais, et je dis bien frais, dis-je en lui montrant de nombreux espaces ouverts et des endroits sur où il peut jouer. Parfois, ils sont encore chauds après avoir été pondus par la volaille. Lorsque nous sommes arrivés chez moi, j'ai fait visiter la maison à Mavi et nous avons préparé du thé. Je lui ai ensuite montré la salle de bain, et elle est descendue avec un air de stupéfaction sur le visage. Personne à Midland Terrace n'avait jamais vu de toilette à l'intérieur d'une maison auparavant. La maison avait été décrite comme ayant 3 chambres, mais ce n'était que l'imagination farfelue de l'agent immobilier, il valait mieux parler de 2 bonnes chambres et d'un box-room. J'ai utilisé la chambre de devant, qui donnait sur l'ouest et recevait la lumière du soleil de l'après-midi et du soir. J'ai montré à Mavi la chambre de derrière, en suggérant qu'elle pouvait accueillir un lit d'enfant et un autre lit de taille normale. Mavi m'a jeté ce regard que les femmes semblent maîtriser dès l'enfance. « De quel côté dors-tu » demanda-t-elle en regardant le lit. J'ai répondu, « Eh bien, à gauche, en quelque sorte. »« Ce n'est pas grave. »« Je dors à droite » a-t-elle dit, défiant mes objections avec un regard qui a adouci son visage et l'a fait sourire. « Ricky. Je serai ta femme dans tous les sens du terme si je viens vivre ici. Je veux coucher avec toi, voilà pourquoi. Je veux être ta dame, te serrer dans mes bras et sentir que tu me serres dans tes bras. J'ai appris en étant marié avec lui que le seul homme avec qui je voulais être, c'était toi, a-t-elle déclaré, ne désignant plus jamais son mari par son nom, elle se contentait de l'appeler « il ». Après avoir passé toute la journée du samedi et être reparti tard le dimanche, Mavi m'a embrassé à la gare et m'a dit qu'elle et Richard arriveraient pour de bon le samedi suivant. Ce n'est que le dimanche en fin de matinée, ou en début d'après-midi, qu'elle s'est mise à écrire les listes qu'elle était venue chercher. Quand j'arriverai ici, Ricky, si cela ne te dérange pas, je serai Madame Gilson pour tout le monde. D'accord, Madame Gilson. Elle fit une pause pour réfléchir. J'aime bien cette idée. Et c'est exactement ce qui s'est passé, Mavi est arrivée, et peu de temps après, une grande boîte du bureau des colis de Derby est arrivée. À l'intérieur se trouvaient des draps, des thés d'oreiller, des serviettes et divers ustensiles de cuisine. Tous étaient étiquetés avec un message de bonne chance de la part de nos anciens voisins. Nous avons été stupéfaits par la générosité de gens qui avaient si peu. Je n'ai pas été épargné pour autant, car Mavi m'a emmené faire des courses à Derby et nous sommes revenus avec une lourde charge de vaisselle de toutes sortes. Heureusement, mon portefeuille était beaucoup plus léger, ce qui compensait le poids sur mes bras. L'acte de divorce de Mavi, envoyé par M. Cox, est arrivé par la poste une semaine avant qu'elle ne m'annonce qu'elle était enceinte, presque à dessein. 3 semaines plus tard, Mavi est devenue Madame Gilson, à la fois légalement et par son nom. Notre fille Jacqueline est née 7 mois plus tard, j'ai légalement adopté Richard peu de temps après le mariage de Mavi et moi. Ai-je regretté quelque chose? Rien du tout. De temps en temps, j'étais un peu irrité en pensant au mariage temporaire de Mavi avec un autre homme, mais le destin a d'autres idées, et tout ce que nous pouvons faire, c'est accepter la main qui nous est tendue. Nous avons partagé 42 années de bonheur, mais les 43 restantes ont été passées au purgatoire, Mavi luttant contre des douleurs atroces qui s'aggravaient de façon incontrôlable malgré la prise de puissants analgésiques. Malgré cela, nous avons continué à dormir ensemble et, chaque matin, je me levais, préparais du thé et le plaçais sur un plateau avec ses différents médicaments. C'était prévisible, mais lorsque j'ai monté le plateau à l'étage et que j'ai découvert Mavi morte, mon cœur s'est brisé. Mon ami de toujours m'avait abandonné. Nous avons enterré Mavi il y a 1 mois, et Jackie était venue m'aider à emballer ses affaires. Lorsqu'elle a commencé à sortir les tiroirs et à ranger les objets, mon cœur s'est serré parce que je voulais conserver ses affaires dans l'état exact où elle les avait laissées, préserver sa mémoire pour un peu plus longtemps. J'ai secoué la tête et je l'ai arrêtée. Ma fille m'a jeté un regard de pitié pendant que je replaçais rapidement les vêtements dans les tiroirs, en disant « Non, Jackie, c'est trop tôt. Papa, elle nous manque à tous. Mais il faut que cela soit fait. Je vais m'en occuper, alors laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Non, mon amour. Je veux vivre avec ces affaires autour de moi encore un peu. C'est tout ce que j'ai d'elle maintenant, je ne peux pas encore les laisser partir. Réfléchis, papa. Je vais aller faire du thé. J'ai ramassé un de ces pulls pendant que j'étais seul. L'odeur et le toucher me rappelaient Mavi, et j'avais une image mentale d'elle en train de me sourire. Bien que j'ai passé des années avec elle, je n'avais jamais vraiment exprimé mon amour pour elle. Mon image mentale d'elle s'est matérialisée, et des mots de l'autre côté de la barrière sont apparus dans mes pensées. J'ai hoché la tête et répondu à voix basse, « Tu ne l'as pas dit, Ricky, mais tes actions m'ont dit que tu m'aimais. » J'ai porté son chandail à mon nez, je l'ai senti et j'ai doucement laissé les larmes couler sur mes joues. « Oui, Mavi, je t'aime.